Alors bonjour et bienvenue à cette petite capsule vidéo. Pour terminer un peu le chapitre 7, on a vu qu'est-ce qu'il y était à voir par rapport aux liquides. Donc il nous restait à voir les solides et les diagrammes de phase. C'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui dans cette capsule. On commence donc par les solides, parler un petit peu des interactions qu'ils ont à l'intérieur. Donc on a différents types de solides qu'on peut retrouver, soit des solides moléculaires. Les solides moléculaires donc, sont formés des molécules, donc par des liaisons covalentes à l'intérieur des molécules. Qu'est-ce qui maintient les molécules ensemble? On a vu que c'est des interactions intermoléculaires. Donc le type d'interaction intermoléculaire qu'on a vu dans le chapitre 6, ce sont les forces de dispersion, soit London, ou encore les interactions dipôle-dipôle, donc qui somment, et aussi les ponts H qui sont possibles pour certaines molécules qui ont les conditions requises pour pouvoir faire les ponts H. Ça fait en sorte que les interactions intermoléculaires, c'est ce qu'on veut briser pour pouvoir faire fondre ce type de solide-là. Donc ça fait en sorte que généralement, ce sont des points de fusion qui sont bas pour les solides moléculaires, comparativement aux autres solides qu'on va voir. Ensuite, vous avez la catégorie des solides ioniques, donc sont faits par des ions, donc cations, anions, et sont donc maintenus par les interactions ioniques, charge plus, charge moins, qui sont attirées. Puis les liaisons ioniques, c'est beaucoup plus fort que les forces intermoléculaires, ce qui fait en sorte qu'on a des points de fusion qui sont généralement assez élevés pour ce type de composé-là. Si on va de l'autre côté, du côté des solides atomiques, donc solides atomiques, ce sont des solides qui sont faits d'un seul atome. On a dans ces catégories soit les gaz nobles, comme on a vu, c'est très très rare qu'ils vont faire des liaisons, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des solides qui vont être maintenus seulement par des forces de dispersion, soit London, parce que ce sont des atomes, donc ils n'ont pas de polarité. Ce qui fait en sorte que c'est parmi ceux qui sont avec le point de fusion le plus bas. Okay? Généralement, plus bas que certains solides moléculaires. Évidemment, les solides moléculaires qui peuvent juste faire des ponts de London, des interactions de London, se retrouvent un peu dans la même situation que les gaz nobles, mais parfois on peut avoir des solides moléculaires un peu plus grands, ce qui fait en sorte qu'il y a plus d'électrons, donc plus de force de London. Maintenant, si on parle des solides atomiques métalliques, donc faits de métaux, sont retenus par des liaisons, comme on a vu, métalliques. Puis ce type de liaisons-là sont assez variables. Donc on va se retrouver avec des points de fusion qui sont très différents selon si on a un solide métallique qui a peu d'électrons de valence ou beaucoup d'électrons de valence. Comme on a vu, ça fait une grosse différence sur la force qui les maintient ensemble. Et finalement, on a les solides atomiques qui sont des macromolécules qui sont maintenus par des liens covalents. Même dans tout l'intérieur de la molécule, du solide, c'est toutes des liaisons covalentes. Donc, il n'y a pas vraiment d'interaction intermoléculaire dans ces cas-là. Ça fait en sorte que les liaisons covalentes, c'est très demandant à briser, ce qui fait en sorte qu'on a des points de fusion qui sont très élevés, qui vont être parmi les solides ioniques dans les plus élevés qu'on va obtenir. Donc si on passe à la prochaine diapositive, où on va parler un petit peu de chaque catégorie un petit peu plus en détail. Donc vous avez, pour les solides moléculaires, qui était la première catégorie, vous avez des exemples ici, donc faits avec des molécules, soit par exemple la glace sèche. Donc ce sont des interactions, comme on a dit, intermoléculaires qui les maintiennent, tout dépendamment de c'est quoi qu'on a comme type de molécule, non polaire ou polaire. Ce sont des solides qui ont, de façon générale, des points de fusion qui sont relativement bas par rapport aux autres types de solides, ce qui fait en sorte que ça dépend vraiment des forces intermoléculaires. Plus on a de forces intermoléculaires, plus le point de fusion du solide va être élevé. Pour ce qui est maintenant des solides ioniques, comme on a vu, ce sont des ions qui les forment. Ce qui fait en sorte que les interactions qu'on doit briser pour pouvoir faire fondre ce type de solide-là, ce sont carrément leurs liaisons ioniques, qui sont plus fortes que les forces intermoléculaires. Okay? Donc, sont maintenues par des forces plus fortes, ce qui fait en sorte que ce type de solide-là, qui a une structure cristalline qui va varier selon les charges,
selon les différentes tailles de cations. Mais c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir des températures qui vont être grandes ou très très grandes. Donc on a vu que plus les charges sont élevées, plus la température nécessaire pour faire fondre ce type de solide-là va être élevée. Donc ce sont des solides qui ont des points de fusion qui sont dans les plus élevés. Donc beaucoup plus élevés que les solides moléculaires, c'est certain, puisque leurs interactions intermoléculaires, les liaisons ioniques sont beaucoup plus fortes que les interactions intermoléculaires. Ensuite, les prochaines catégories, donc on a vu solides atomiques des gaz nobles. Eux, on va les retrouver très très rarement, mais on peut en avoir. Généralement, ils se forment à des températures qui sont très basses ou des pressions très élevées. Ces solides-là sont maintenus uniquement par les forces de London, donc les forces de dispersion, qui sont, comme on a vu, dans les plus faibles qu'on peut avoir, ce qui fait en sorte qu'on a des températures qui sont basses pour eux. Si on va vers les solides atomiques métalliques, on fait de métaux, comme on a vu, c'est les liaisons métalliques qui sont faites avec des mares d'électrons, donc ça varie selon la quantité d'électrons de valence qu'on a dans ces métaux-là. Et donc les points de fusion vont varier en fonction de la quantité d'électrons et aussi de la grosseur des cations. Donc on va avoir une variété, mais généralement c'est un petit peu plus élevé. C'est sûr que c'est plus élevé que les solides atomiques des gaz nobles, mais des fois ça va être relativement un peu plus bas que certaines molécules, mais ça peut aller aussi à plus élevé que les molécules. Ça peut aller à des températures qui sont presque dans les solides qui sont ioniques. Finalement, dernier type de solide, les solides atomiques covalents, donc qu'on appelle aussi macromoléculaires. Les solides atomiques de ce type-là, c'est vraiment fait par des liaisons covalentes à l'intérieur. Donc, de façon générale, ils ont des structures qui sont très, très, très compactes. Et ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de place pour bouger. Et les liaisons covalentes, comme on a vu, c'est des liaisons qui sont assez fortes. Ce qu'on a comme exemple ici, vous avez le diamant, le graphite, le quartz. Dans le cas du diamant, c'est vraiment juste des liaisons covalentes. Dans le cas du graphite, là, on a des liaisons covalentes avec certaines forces de dispersion entre les niveaux. Donc, ce qui fait en sorte que le diamant est beaucoup plus solide, température de fusion très, 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 très élevée, tandis que le graphite est un petit peu plus fragile, puisque c'est pas juste des liaisons covalentes dans son cas. Donc, dans le diamant, là, vous avez vraiment un carbone qui fait juste des liaisons covalentes avec d'autres carbones et ainsi de suite. Okay? Donc, il y a une géométrie tétraédrique chaque carbone. Puis, vu que c'est juste des liaisons covalentes, des points de fusion qui sont très élevés pour ce type de solide-là. Si maintenant on va vers les diagrammes de phase. Donc, dans les diagrammes de phase, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir les trois phases principales, soit solide, liquide ou gaz, qu'on peut retrouver pour la matière. Et on peut passer d'un à un autre. Vous avez ici les noms. Ces noms-là varient un peu selon quel manuel avec lequel vous vous retrouvez. Donc, par exemple, ici, de liquide à solide, on appelle congélation, tandis que de solide à liquide, on appelle ça fusion. Si on passe de liquide à gaz, on va parler d'ébullition. Mais si on passe de gaz à liquide, on va appeler ça condensation, ou parfois on va appeler ça vaporisation. Ébullition, parfois on va l'appeler vaporisation, puis condensation, on peut l'appeler liquéfaction. Vous avez de solide à gaz, qui est la sublimation, puis vous avez de gaz à solide, qui est généralement la déposition ou la solidification gazeuse, là. Donc c'est de passer directement de gaz à solide. C'est un type de changement de phase qui est un petit peu plus rare. Même chose pour la sublimation, c'est pas tous les composés qui vont le faire à la pression de la pièce, par exemple. Donc si on regarde un diagramme de phase, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ces changements-là qui vont être définis par des lignes. Donc les lignes définissent l'endroit où est-ce qu'on passe d'un type de phase à un autre. Donc c'est la distinction. Donc par exemple, la ligne qui est ici, c'est celle qui est présente entre solide et liquide, tandis que celle qui est ici, ça va être celle entre liquide et gaz, et même chose entre solide et gaz, vous retrouvez ici. En les axes, vous avez l'axe des Y qui est la pression, et vous avez l'axe des X qui est la température.
Donc, lorsqu'on est à très basse pression, ben, les solides et les gaz vont avoir des possibilités de passer de l'un à l'autre facilement. Mais lorsqu'on a des pressions un petit peu plus élevées, ben, on va passer d'abord par la forme liquide avant d'aller vers la forme gazeuse. Dans les diagrammes de phase, il y a deux points qui sont particuliers. Vous avez le point triple qui se retrouve ici, où est-ce qu'on a les trois phases qui peuvent être présentes en même temps. Donc, la ligne veut vraiment dire qu'on a du solide et du liquide en même temps, mais le point qui est ici, qui est le point triple, on a la forme solide, la forme liquide et la forme gazeuse tous en même temps, parce que c'est là que ça se rejoint. Et tout au bout de la ligne qui joint liquide et gaz, si vous remarquez, vous avez un point où est-ce que la ligne s'arrête et ne continue pas. Au bout de cette ligne-là, il y a comme une zone qui est un petit peu d'une couleur différente. Ici, vous remarquerez, c'est la zone qui est point critique. Donc, le point critique, c'est le bout de la ligne où ça s'arrête, parce qu'après cette zone-là, vous avez les gaz supercritiques. Donc, des situations où les gaz commencent à se comporter un peu comme des liquides. Donc, il n'y a plus vraiment de distinction entre gaz et liquide dans cette section-là. Donc, d'où pourquoi la ligne disparaît. Donc, à pression normale, par exemple, on regarde, pour l'eau, vous avez 101,3 kPa. On a la température d'ébullition qu'on peut lire quand on regarde la ligne ici entre liquide et gaz. Donc, on voit que c'est 100 degrés Celsius. Et si on regarde entre solide et liquide, on voit que c'est 0 degrés Celsius. Donc, c'est ce qu'on s'attend. Donc, comme j'ai dit, vous avez le point triple qui est ici et vous avez le point critique qui sont deux points très particuliers dans un diagramme de phase. Lorsqu'on regarde les diagrammes de phase, vous allez remarquer, pour certains solides, lorsqu'on passe de solide à liquide, qui peut avoir une pente qui est positive pour la ligne qui sépare les solides et liquides dans le diagramme de phase. Ce type de pente-là, c'est celui qu'on va retrouver le plus souvent. Donc, par exemple, ici, pour le CO2, c'est ce qu'on a. C'est la pente de transition de solide à liquide qui est pratiquement presque verticale, mais avec un petit peu oblique. Parce que ces deux états-là sont tous les deux des états qui prennent peu d'espace et où est-ce que les atomes ou les molécules sont proches les unes des autres. Dans la plupart des substances, le volume du liquide est plus grand que le volume du solide. Donc c'est pour ça qu'à des pressions plus basses, le solide va passer plus facilement sous la forme liquide, à des températures qui vont demander moins de valeur. Donc, une augmentation de pression pour une température extérieure qui est donnée va favoriser la phase solide. Parce que si on augmente la pression, ben, on a moins de place, moins de volume. Donc, on va favoriser l'état qui prend moins de place. Donc, la forme solide. Par contre, il y a certains solides, certains composés qui ont une pente qui est négative. Ça veut dire qu'ils favorisent à des pressions plus élevées la forme liquide. C'est le cas pour l'eau. Puis comme on a vu dans le chapitre 6, puis on en a vu aussi dans le chapitre 7, que l'eau est particulier, parce que l'eau, lui, le volume qu'il occupe pour un solide, est plus grand que le volume occupé pour la même quantité pour un liquide. Pourquoi? Parce que l'eau, sous la forme solide, doit prendre une forme particulière pour vraiment faire toutes les interactions de pont H qu'elle veut faire. Tandis que sous la forme liquide, elle n'a pas besoin de s'en faire. Elle va vraiment prendre n'importe quelle forme, donc elle va combler tout le volume qui est nécessaire. Donc ici, une augmentation de pression va favoriser la phase liquide, puisqu'on va prendre moins d'espace, donc ce qui est favorisé par une augmentation de pression. Donc vous pouvez voir ici, ça c'est sous la forme solide, vous pouvez voir, il y a des espaces vides entre les molécules d'eau sous la forme solide, tandis que dans la forme liquide, ben, ces espaces-là sont presque tous disparus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de s'en faire dans la forme particulière que l'eau doit prendre sous la forme solide, là, dans la forme de la glace, tandis que dans la forme liquide, pas besoin, on fait des interactions de pont H comme on peut, mais on n'a pas à prendre une forme particulière qui viendrait être moins optimisée pour l'espace.
Donc, les diagrammes de phase vont vous permettre de pouvoir savoir de quand on passe d'un état à un autre, selon la température, selon la pression. Donc, si on vous dit de déterminer l'état physique d'une substance à 100 degrés sous une pression de 200 kPa, mais vous regardez à 200 kPa, vous regardez à 100 degrés, et vous faites comme deux lignes, donc une ligne qui part de 200 kPa et une ligne qui part de 100 degrés Celsius, et vous regardez où est-ce que vous tombez. Donc, par exemple, ça serait la forme liquide ici. Puis si on veut déterminer les pressions de transition normale pour ce solide-là, ce composé-là, donc il faut toujours regarder pour les transitions normales, c'est à pression de 101,3 kPa. Donc on regarderait autour de 101, donc ici proche de 100. Puis là on pourrait regarder, ben ça c'est telle température. Par exemple, ici, je sais pas, ça serait à peu près autour de 30 degrés pour passer de solide à liquide. Donc la fusion. Tandis que si on continue, pour passer sous la forme de liquide à gazeux, donc à ébullition, mais on est proche de 100 degrés. Donc ça serait la façon de lire un diagramme de phase. Donc la substance est liquide. Et ici, comme j'ai dit, 30 degrés. Puis là, ben, c'était un petit peu dur à lire, mais c'était un petit peu au-dessus de 100 là, pour passer de liquide à gaz. Donc j'avais noté 140, mais lorsque vous avez des diagrammes de phase, généralement, sont un petit peu mieux définis que celui qui est là pour pouvoir bien lire. Donc avec ça, ça termine pas mal ce qu'on a à voir pour les diagrammes de phase ainsi que pour les solides, ce qui termine la matière pour le cours. Si vous ne l'avez pas fait, vous pourrez aussi regarder les deux capsules que je vais faire pour le chapitre 6, soit un qui va parler d'hybridation, puis un autre pour faire les exercices que je vous suggère fortement d'aller regarder, parce que c'est des exercices qui seraient importants pour vous de faire afin de réviser la matière qu'on a vue dans la fin du chapitre 6. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine!